Bonsoir à toutes et tous, je suis ravi de vous voir ce soir et de vous présenter ce nouvel ouvrage dont les premières réflexions sont nées ici, à l'École d'économie de Paris et au Laboratoire sur les inégalités mondiales. Donc je suis très content de faire cette première présentation et ce premier débat autour du livre ici. C'est une histoire économique et politique des régimes énergétiques qui a pour objectif de s'intéresser, de révéler la diversité des modes de contrôle et de propriété de l'énergie, dans le but de comprendre le passé, mais aussi d'éclairer les débats contemporains autour de la décarbonation, de la transition énergétique ou de l'absence de transition énergétique. Et je voulais commencer par cette personne qui s'appelle Matthew Boulton, né en 1728 au Royaume-Uni. Et Matthew Boulton, il est peint ici en 1792. Une vingtaine d'années plus tôt, il s'est associé à un ingénieur qui, à l'époque, a des gros problèmes financiers. Matthew Boulton a l'impression que cet ingénieur a inventé une machine assez intéressante, potentiellement révolutionnaire. Il rachète une partie des brevets de cette machine et il obtient le droit de les commercialiser, de les produire de manière exclusive pendant 25 ans auprès du Parlement britannique. Son associé à Matthew Boulton, c'est un certain James Watt. Et donc, ils vont produire ensemble les premières machines à vapeur Watt-Boulton. Ils produisent ça au début à Birmingham, dans la banlieue de Birmingham, en périphérie de la ville, quartier de Soho, dans cette manufacture. Et il se balade dans la manufacture en 1776 et il déclare à ses interlocuteurs « Je vends ici ce que le monde entier désire, la puissance ». Donc puissance, power en anglais, en jouant sur le double sens du mot, puissance mécanique, produite par la machine à vapeur, mais aussi puissance politique, sociale, économique. Et c'est ça que cette enquête, ce livre, essaye de mieux comprendre, cette dimension sociale et politique de l'énergie comme fait social et pas uniquement comme chose technique. Et pourquoi est-ce que tout ça c'est contemporain ? Parce que la décarbonation de l'économie, de nos sociétés, impose de transformer radicalement nos systèmes énergétiques. Et la question se pose sur qui contrôlera cette puissance au XXIe siècle. Donc là, c'est une des premières pages du magazine Forbes. On voit nos milliardaires préférés qui ont l'air assez joyeux. On peut se demander si cette transition énergétique pourrait être une aubaine pour les milliardaires. En réalité, certains d'entre eux ont déjà investi dans un système ou des éléments d'un système énergétique sans carbone. Il peut poser d'autres problèmes, mais ici on voit Bill Gates qui a non seulement cofondé Microsoft, mais aussi une firme qui s'appelle TerraPower, qui a pour but de sauver le monde avec des centrales nucléaires. Et ici, vous avez au milieu de l'écran Bill Gates qui pose les premières briques, ou en tout cas des bouts, un peu de sable, du chantier de la première centrale de cette entreprise TerraPower dans le désert du Wyoming, au sud du Yellowstone, pour ceux qui voient où se situe cet État. Bill Gates, c'est pas le seul. En fait, Microsoft, indépendamment de Bill Gates, a aussi investi récemment pour relancer un réacteur sur le site de 3 Mile Island, là où incidemment a eu lieu le plus grave accident nucléaire avant Tchernobyl en 1979. Meta et Facebook, Amazon, Google, Alphabet, les géants de la tech sont aussi en train d'investir aujourd'hui, soit pour construire leurs propres réacteurs, soit en s'associant avec des firmes énergétiques afin de préempter l'électricité qui sera issue de ces réacteurs nucléaires pour nourrir leur centre de données extrêmement consommateur en énergie. Donc ça, c'est une vision possible d'un avenir énergétique décarboné qui ne fait pas franchement rêver, qui n'est pas particulièrement sobre en énergie, mais il y a ici des signaux faibles qui méritent toute notre attention. En plus de ça, Tesla, Elon Musk a un plan, donc c'est une autre perspective, c'est un plan de décarbonation complète de l'économie mondiale. Vous pouvez aller regarder, ça s'appelle le Tesla Master Plan partie 3. C'est disponible en ligne. D'ailleurs, en septembre, j'avais déjà bouclé le livre, mais ils ont sorti la version 4, augmentée par l'IA. Alors là, c'est vraiment génial. La croissance
est infini pour Tesla. Ça vaut le détour, mais donc on voit ici voilà, des panneaux solaires, des batteries, des systèmes de stockage de batteries, avec un plan assez précis pour la décarbonation complète de l'économie mondiale. D'autres acteurs se positionnent évidemment sur cette transition. Le pouvoir chinois, mais j'en parle dans le livre, depuis 3 décennies, voire plus, planifie la montée en puissance de nouveaux acteurs des énergies renouvelables, du solaire notamment, de l'éolien, des batteries, etc. Alors, entre ces deux situations un peu extrêmes, d'autres acteurs participent à la production ou à la distribution d'énergie. Là, je vous montre une coopérative en Espagne qui s'appelle Somme Énergie, où les coopérateurs sont en train de voter pour savoir quels seront les tarifs appliqués, quels investissements doivent être réalisés. Panneaux solaires, éoliennes ou autres sources d'énergie. Dans tout ça, il y a aussi des choses intéressantes qui se passent. Bon, ça tient peut-être, c'est une anecdote, mais elle est intéressante. Quand Facebook a voulu créer sa centrale nucléaire en Californie, le projet a été suspendu à cause de la découverte d'une rare espèce d'abeille, ce qui a permis aux ONG locales et à certains partis politiques de suspendre le projet de centrale nucléaire alimentée par centre d'IA alimenté par une centrale nucléaire. Mais donc ici, on a des enjeux importants d'investissement, de contrôle, que j'essaye d'instruire au regard de l'histoire énergétique. Et donc les questions que je pose dans ce livre, c'est comment l'énergie a façonné les inégalités de richesse à travers l'histoire, quelle trajectoire de contrôle de l'énergie observe-t-on à travers le monde, et dans quelle mesure la transition énergétique peut changer les équilibres qu'on a observés depuis plusieurs décennies ou plusieurs centaines d'années. Je ne vais pas présenter tout l'ouvrage, je vais juste me focaliser sur certains chapitres, mais avant ça, je vous donne un aperçu des 11 chapitres de ce livre. Énergie et climat, premier repère, chapitre 1. Ensuite, régime énergétique et inégalité. Je vais revenir sur ces 2 chapitres-là. 3 chapitres que je vais largement laisser de côté dans la présentation. Je serais ravi d'en discuter davantage dans la discussion. Les calories agricoles ont-elles engendré les inégalités sociales? Donc là, je prends une perspective de très long terme sur la question énergétique et la question des inégalités de pouvoir. Entre ciel et terre, l'innovation sous contrainte dans les régimes énergétiques organiques. L'idée ici est de montrer que la question de pouvoir de contrôle, ça ne date pas de l'émergence des fossiles, c'est bien avant. Machines esclaves et fossiles, la croissance des inégalités mondiales. Donc là, c'est le bouleversement associé à l'émergence des fossiles, mais ce que je montre ici, c'est l'importance, le rôle de la dimension politique dans tout ça, pas uniquement technique ou liée aux caractéristiques propres des énergies fossiles. Et puis, chapitres 6, 7 et 8, dont je vais vous parler un peu davantage ce soir, la diversité des régimes fossiles depuis 2 siècles, à la fois d'un point de vue de comment est-ce qu'on produit l'énergie, quelles sont les différentes sources mobilisées pour servir différents besoins, mais aussi qui possède et qui contrôle ces systèmes énergétiques. Les inégalités climatiques au cœur des régimes fossiles, c'est le chapitre 8. Chapitre 9, je m'intéresse à la question de la croissance, de la décroissance. Chapitre 10, la planification. Chapitre 11, énergie et démocratie au XXIe siècle. Si je devais résumer l'ouvrage en un graphique, c'est vraiment cette idée de diversité des possibles en matière de propriété de l'énergie. Donc ce que je montre ici, c'est la propriété du secteur électrique, de la production d'électricité à travers le monde. Entre 1900 et 1925, on voit plusieurs pays, États-Unis, France, Royaume-Uni, Inde, Chine. Si vous êtes à 100%, c'est que 100% de la production d'électricité est sous contrôle public. À 0%. Et donc ce qu'on voit, c'est des ruptures de tendance, c'est des niveaux différents, c'est des évolutions différentes aussi selon les pays. Je vais revenir largement sur cette histoire. Mais cette histoire qui est plurielle, qui est diverse et qui montre que les sociétés contemporaines ont le choix dans l'organisation du contrôle de l'énergie. Là, je me focalise que sur l'électricité. Dans le livre, je regarde les autres sources de production d'énergie également. Et le deuxième point, c'est que ces modes de contrôle différents ou de propriété débouchent et sont connectés à des trajectoires différentes en matière d'usage de l'énergie, en matière de niveau de consommation énergétique. Et là, ce que vous voyez sur à peu près sur la même période,
USA, Europe de l'Ouest, Chine, Inde, Afrique du Sud, Russie, sont des trajectoires variées en termes du niveau de consommation d'énergie. Je reviendrai aussi sur ce graphique un peu plus tard. Alors, ce que je vais tenter de faire, c'est d'abord discuter, présenter la notion, le concept de régime énergétique, qui est au cœur de l'ouvrage. Ensuite, présenter quelques faits essentiels sur l'énergie et sur le climat. Ensuite, parler de redistribution et de socialisation de l'énergie. Et ensuite, donc, au cours des 2 siècles passés, et ensuite, la question de qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui pourrait se passer au XXIe siècle. Alors, pour introduire la notion ou le concept de régime énergétique, d'abord, il me semble important de discuter d'où vient ce livre, comment il se positionne par rapport à d'autres histoires de l'énergie. Donc, il y a d'autres histoires qui ont été écrites, notamment par Václav Smil, qui est un auteur prolifique dans le domaine de l'énergie, qui a écrit des dizaines de livres, là je mets que 3 références, mais en réalité il y en a des dizaines, sur la dimension technico-physique de l'énergie et de ses usages à travers l'histoire. L'un des enjeux ici, c'est que l'enjeu politique, social, est assez peu présent, voire complètement absent. Donc c'est des histoires qui sont très intéressantes, je puise de nombreux enseignements dedans, mais j'essaye d'apporter une dimension plus politique, d'économie politique. D'autres auteurs se sont intéressés davantage à cette dimension sociale, politique, notamment Andreas Malm, Timothy Mitchell, Bonneuil et Fressos, plus proches de nous, des auteurs qui ont mis en avant la dimension profondément politique du problème. Et je me nourris également de ces travaux-là. Ce que j'essaie d'apporter ici, c'est davantage un ancrage des réflexions dans des séries longues qui nous permettent de bien voir des ruptures de tendance ou de potentielles continuités, à la fois dans les usages, mais aussi dans les sources d'énergie et des modes de contrôle. Enfin, un 3e pilier de ces recherches, notamment les auteurs Astrid Kander, Paolo Malanima et Paul Ward, qui ont fait une histoire économique et matérielle de l'énergie. Je vais aussi puiser là-dedans. En revanche, cette histoire est peu économique et sociale. Donc j'essaie vraiment de combiner ces différentes approches, de bâtir dessus pour produire de la nouveauté. Cette nouveauté, c'est aussi s'intéresser à la notion de régime énergétique. Donc les régimes énergétiques, c'est quoi? C'est des acteurs, on en a vu tout à l'heure. C'est des ressources et du capital énergétique. On en a aussi vu quelques exemples. Des modes de contrôle de ces ressources et de ce capital énergétique, qui peuvent être la propriété d'un actif, posséder une mine, posséder une éolienne, la gestion. On peut gérer un actif sans nécessairement en être propriétaire, la réglementation pour les acteurs publics ou l'influence. Et moi, je vais m'intéresser largement à la question de la propriété, parce qu'elle est absolument essentielle dans l'ensemble de ces modes de contrôle, et parce qu'elle est aussi largement reliée à la question plus générale des inégalités de richesse. Mais évidemment, ces dimensions sont connectées les unes avec les autres, et je reviendrai un peu plus tard sur la photo là en haut, National Coal Board 1947, l'État britannique, au nom du peuple, prend contrôle de toutes les mines d'un trait de stylo. Donc pour résumer, on a des acteurs, des ressources et des modes de contrôle que les acteurs vont utiliser, vont exercer sur les actifs pour produire des services énergétiques. Parce que c'est bien ça l'enjeu, c'est que l'énergie produit des services essentiels aux sociétés humaines. Et tout ça, ça va produire quoi? De la puissance, comme disait Boulton. De la puissance mécanique, de la puissance énergétique, mais aussi de la puissance politique, sociale et économique. Alors pour étudier tout ça, j'utilise des données sur l'évolution des mix énergétiques, donc quelles sources d'énergie sont utilisées par les différents pays à travers le temps, et sur l'évolution des régimes de propriété de l'énergie. J'utilise des données issues d'agences statistiques, d'archives, d'entreprises, des travaux existants que j'essaye de compiler, d'harmoniser, de mettre en cohérence.
Donc c'est un important travail de collecte qui a été fait, c'est un travail qui est toutefois provisoire et perfectible, et j'espère que c'est un champ d'étude qui intéressera certains d'entre vous, en tout cas, qui, en mon sens, est encore largement à construire. Si vous êtes intéressé, il y a une annexe disponible en ligne qui détaille les différentes méthodes, sources utilisées. Alors, quelques premiers repères sur l'énergie et sur le climat. Ça me semblait aussi important dans le livre de faire état de ces connaissances scientifiques au moment où elles sont remises en question. Et donc, ici, ce qu'on voit, c'est les concentrations en dioxyde de carbone depuis 800 000 ans. On est à 428 parties par million en 2025, donc une manière de mesurer la concentration en CO2 dans l'atmosphère. En réalité, si on va encore plus loin, c'est plutôt de l'ordre de 10 à 14 millions d'années, le record qu'on atteint aujourd'hui en 2025. Mais là, vous avez des données qui sont issues de l'exploitation des calottes glaciaires au pôle. Alors, si on zoome un petit peu sur la période plus récente, depuis 10 000 ans, on voit une grande stabilité des concentrations en CO2, autour de 270, 260, 270 parties par million. 428 aujourd'hui. Donc, depuis l'avènement des sociétés agraires et la révolution néolithique, on a cette grande stabilité de la concentration en CO2 de l'atmosphère. Qu'est-ce qui a modifié ces équilibres ? Les émissions de CO2, comme on le sait. Ce graphique nous montre que le charbon, le pétrole et le gaz représentent le gros de ce budget carbone qui a été émis. Il ne faut pas oublier la déforestation et les modifications de l'usage des sols qui représentent 20 à 35% du total. C'est des choses qui ne sont pas évidentes à mesurer, donc selon les différentes sources, mais c'est une contribution importante. Et je vais beaucoup parler dans les parties, les chapitres 3, 4, 5 du livre de déforestation. Ici, j'en parlais un petit peu moins dans les slides qui viennent, mais c'est une dimension essentielle à avoir en tête. Et donc, quand on regarde la contribution de l'énergie à ces émissions de carbone, ici, c'est une reconstruction des sources d'énergie au niveau mondial, où on voit, c'est une autre manière là, de représenter cet empilement des sources d'énergie les unes sur les autres, notamment au cœur de l'ouvrage de Jean-Baptiste Fresso sur cette idée de symbiose entre les différentes sources d'énergie. Et là, on voit bien au niveau mondial un empilement, en tout cas, on est très loin du début d'un retournement en matière de consommation d'énergie fossile. Là, c'est exprimé en pétawattheures, c'est un peu barbare, c'est des milliers de milliards de kilowattheures l'unité sur votre facture d'électricité. J'essaie dans le livre d'exprimer ces unités énergétiques avec des mots, des concepts auxquels j'espère que tout le monde pourra se rapprocher et pourra en faire sens. Une dimension importante de la transition énergétique, du système énergétique contemporain, c'est la transformation de l'énergie primaire, donc c'est ce qui est contenu dans les sources d'énergie disponibles dans la nature, en énergie utile, ce qui va vraiment servir les besoins humains. Et ce graphique nous montre l'étendue des pertes liées à la production d'électricité et à la distribution d'énergie et liées à la conversion de l'énergie, de l'électricité dans les équipements. Donc beaucoup de pertes énergétiques liées à l'usage des fossiles, liées aux technologies utilisées. L'un des enjeux des décennies à venir, c'est évidemment de réduire ces pertes. Ces quelques faits étant posés, je vais entrer un peu davantage dans le détail de la socialisation de l'énergie. Alors, qu'est-ce que la socialisation de l'énergie ? En tout cas, comment est-ce que je la définis ? Eh bien, c'est le passage sous contrôle public, qui peut être national, régional ou municipal, ou privé non lucratif, donc des coopératives par exemple, de tout ou partie des actifs énergétiques, qui peuvent être des ressources, ou alors des infrastructures pour utiliser ces ressources. Et ce que je vais montrer, c'est que donc, ces trajectoires variées qu'on a déjà vues il y a quelques minutes, elles sont le fruit de luttes politiques constantes au cours du XXe siècle, et même avant, et que les grands projets de redistribution des richesses, donc développés par les sociodémocrates européens, par le New Deal rooseveltien, par Nehru en Inde à l'indépendance, vont placer au cœur de leur projet, avec plus ou moins de succès, cette dimension de socialisation de l'énergie.
En France, par exemple, dès 1894, vous avez Jaurès avec des collègues socialistes, Gued, Millerand, qui proposent la nationalisation des mines avec des indemnités très faibles pour les propriétaires, limitées à 2,5 fois le salaire d'un mineur. Cet enjeu des indemnités, qu'est-ce qu'on fait des anciens propriétaires, elle va être constante dans ces expériences de ces débats sur la socialisation de l'énergie. 1920, en Angleterre, le gouvernement a demandé à une commission de lui dire, le gouvernement de Lord George, donc c'est pas particulièrement des socialistes, mais de lui dire quand même qu'est-ce qu'on fait des mines, est-ce qu'on peut pas les gérer un peu mieux. La commission, qui s'appelle la commission Sankey, conclut qu'il faut nationaliser les mines. Donc les travaillistes s'en emparent. Vous avez des débats houleux à la Chambre des communes, et notamment William Brace, le chef de file des travaillistes sur ce sujet, qui dit « Je ne peux pas croire que Dieu ait mis dans les entrailles de la terre le charbon pour le bénéfice de moins de 4000 personnes sur les 45 millions que compte ce pays. » Donc il y a vraiment la dimension égalitariste, qui est au cœur de ce projet de nationalisation par les travaillistes, en plus de cette dimension pilotage de l'économie. Aux États-Unis aussi, Roosevelt fait campagne notamment sur cette prise de contrôle de l'énergie par l'État fédéral. Il dénonce les traits maléfiques des fournisseurs d'énergie. En 1947-1950, en Inde, Nehru va chercher à remplacer les capitaux privés, donc les propriétaires des actifs énergétiques qui étaient anglais, par des propriétaires privés indiens. Puis finalement, il va se rendre compte qu'en réalité, il faut aller vers la nationalisation. C'est ce qu'il va faire quelques décennies ensuite. Ces différents projets de socialisation vont déboucher sur des modes de contrôle assez différents. Donc Roosevelt, en fait, va encourager un panachage des formes de propriété et de contrôle. L'administration fédérale va aider des communes, mais aussi des coopératives, à développer leur système énergétique. En plus de ça, Roosevelt va nationaliser certains actifs, notamment la Tennessee Valley Authority. Vous avez un opérateur dans le Tennessee qui est nationalisé. Les propriétaires ne sont pas contents, c'est pas grave, c'est nationalisé. Ça fait partie du New Deal rooseveltien. Et alors, ce qui est intéressant aux États-Unis, et je n'avais pas vraiment conscience de ça, d'ailleurs, quand je parlais avec des collègues américains, où j'étais il y a 2 ans, je leur parlais du projet, ils me disaient « mais il n'y a rien à chercher aux États-Unis, tout est privé dans le système énergétique ». En réalité, on voit, donc là, la courbe rouge, c'est les États-Unis. Donc Roosevelt, 1930-1950, on voit un passage de 5% de la production électrique à 20-25%, donc c'est pas rien. Et finalement, c'est vraiment quelque chose qui est resté. Et aujourd'hui, on a environ 30% de la production électrique sous contrôle public, municipal ou coopératif. Donc en réalité, il y a des éléments ici importants, et en tout cas, qui, moi, m'ont surpris aux États-Unis. Donc, panachage des formes de socialisation. En Angleterre, l'approche à la nationalisation en 1948 de British Gas, c'est une approche de régionalisation qui contraste avec l'expérience française qui est plus centralisée, une approche, une entreprise qui fonctionne comme un quasi-ministère. Donc, différents modèles de socialisation de l'énergie. La nationalisation des mines britanniques ici. Donc, dans l'ouvrage, je discute de ces évolutions. Ici, ce qu'on voit, c'est la production de charbon en millions de tonnes par an, selon le régime de propriété, privé en bleu, système mixte. En réalité, les Anglais, avant de nationaliser complètement, ils ont une propriété mixte, entreprise publique ensuite. Ça, c'est l'Angleterre, ça, c'est la France. Je ne vais pas rentrer dans les discussions, on pourra revenir plus tard dessus, mais il y a quelques constantes dans ces expériences de nationalisation, de socialisation de l'énergie. Le projet d'équité d'accès aux services énergétiques essentiels, la réduction des rentes privées et le pilotage de l'investissement par des acteurs qui sont autres que les acteurs privés et qui peuvent être des acteurs publics ou des coopératives. Alors, une manière d'illustrer cette dimension d'équité d'accès à l'énergie, ici, ça c'est le Royaume-Uni, 1940-1970. Vous avez la part des fermes électrifiées. Avant la nationalisation, on est à 25-30%. À ce moment-là, la puissance publique, que ce soit en Royaume-Uni ou en France, essaye de venir en soutien aux acteurs privés pour les aider à connecter les fermes qui ne sont pas connectées au réseau. Puis finalement, les acteurs publics se disent en fait, c'est assez cher de faire ça. C'est peut-être plus efficace de le faire nous-mêmes.
Et c'est ce qu'on observe notamment au Royaume-Uni ici. Une fois que le secteur est nationalisé, on va assez rapidement passer à près de 95%, 100% de connexion dans le monde rural. Donc ça, c'est équité d'accès. Deuxième dimension, c'est la question des rentes. Sur la question des rentes, là, c'est assez intéressant de contraster l'expérience norvégienne et l'expérience britannique. Ce que vous avez ici, c'est quoi? C'est la production d'énergie fossile, gaz et pétrole, par les entreprises britanniques entre 1900 et 1922. Donc j'exprime ça en énergie extraite, TWh primaire par an. Donc ce qu'on voit sur ce graphique, c'est deux choses. Le premier, c'est la falaise en 1979. Thatcher arrive au pouvoir. La première nationalisation qu'elle fait, c'est BP. Privatisation, merci. Première privatisation, CBP qui passe sous contrôle privé. En tout cas, l'État britannique perd la majorité des parts. Le deuxième élément important de ce graphique, c'est le pic 1970-1975. En fait, ce qui se passe là, c'est que les firmes britanniques, publiques ou privées, perdent une grande partie de leurs actifs qui étaient en Arabie Saoudite, en Iran, dans d'autres pays pétroliers qui disent en fait, on nationalise ces actifs. Donc, double dimension, j'en fais aussi état dans l'ouvrage. Je ne vais pas revenir là sur la dimension néocoloniale de l'énergie, mais j'en parle dans le livre. Ce que je voulais contraster là, c'est l'expérience britannique, privatisation 79, l'expérience norvégienne qui découvre du gaz à peu près au même moment dans la mer du Nord. Et ce que vous voyez là, c'est un peu le résultat 40 ans, 50 ans plus tard. Donc ici, on a le patrimoine public net par adulte en Norvège. Aujourd'hui, 375 000 euros pour chaque adulte. C'est le fonds souverain norvégien, alimenté par les recettes du gaz, du pétrole. Au Royaume-Uni, en 1980, 1979, d'autres choix auraient pu être faits. La privatisation induit la perte de ses rentes potentielles. Des travaux ont montré que le Royaume-Uni aurait pu constituer un fonds souverain de l'ordre de 850 milliards d'euros aujourd'hui. Le norvégien, c'est 2100 milliards, donc ce n'est pas exactement la même hauteur, mais c'est quand même un fonds considérable. Cette rente-là n'a pas été captée par la puissance publique ou par la collectivité. Donc, encore une fois, diversité des stratégies ici de partage des rentes. Troisième point, donc équité d'accès, contrôle des rentes. Troisième point, la socialisation et plus largement, qui contrôle l'énergie, contrôle aussi les usages de l'énergie. Qu'est-ce qu'on en fait et les niveaux de sobriété possibles. Là, ça c'est une histoire assez connue en réalité dans le monde de l'énergie. Ça s'appelle le grand scandale des tramways américains, début du XXe siècle. Plusieurs villes américaines ont des réseaux de transport en commun à l'électricité, des tramways, qui vont à un moment avoir des problèmes d'accès au capital à cause de changements législatifs. Et ce qui va se passer, c'est que les acteurs du pétrole et de la voiture, General Motors, Standard Oil of California, font une entente qui est illégale, qui sera condamnée par les tribunaux, mais sera trop tard, pour racheter ces acteurs et les faire chuter. Et quand vous contrôlez donc l'actif, vous contrôlez aussi ce que les gens peuvent faire ou ne pas faire avec cet actif. Donc les usages sont largement déterminés par les propriétaires des systèmes. Ça, c'est la vision un petit peu négative. La vision positive, c'est celle de la Suède. Donc en Suède, à partir des années 1970-1980, ce sont les communes qui vont devenir organisatrices, propriétaires, productrices, distributrices de chaleur. Donc avant les années 80, les Suédois se chauffent largement avec du fioul, du pétrole. L'État va encourager les communes, donc avec des dispositifs financiers et réglementaires, à investir dans des réseaux de chaleur urbains. Donc c'est des tuyaux qui vont connecter les différents logements, les différents bâtiments à une source de chaleur qui peut être issue de biodéchets, de biomasse. On pourra discuter aussi de l'enjeu du bois comme source d'énergie décarbonée ou pas. Mais en tout cas, c'est très différent des sources fossiles utilisées avant en Suède. Et on voit cette progression assez importante, très substantielle, des réseaux de chaleur dans le mix. Ici, c'est le mix chaleur suédois. Donc, comment est-ce qu'on produit cette chaleur ? Aujourd'hui, près de 90% des habitats collectifs en Suède sont alimentés avec cette source d'énergie municipale. C'est vraiment, là, c'est la social-démocratie municipale énergétique en Suède, qui a aussi
et c'est là où je voulais en venir, des mandats en termes d'usage de l'énergie. C'est-à-dire que ces communes essayent aussi d'accompagner les usagers en matière de réduction de leur consommation d'énergie. Encore une fois, qui possède l'énergie, qui possède le capital énergétique, peut déterminer largement les usages qu'on en fait. Mais tous ces exemples de socialisation, donc variés à différentes échelles géographiques ou de pouvoir, ont été contestés, ont été source de conflits importants. J'y ai fait référence rapidement. Les anciens propriétaires de la Tennessee Valley Authority, ils vont jusqu'à la Cour suprême pour essayer de dire qu'ils ont été spoliés. La Cour suprême leur donne tort. En Inde aussi, on observe ce genre de conflit. En France, des conflits très importants autour de la question des compensations des anciens propriétaires, pareil en Angleterre. Et en réalité, une partie de l'électorat n'a jamais accepté la nationalisation de l'énergie. D'ailleurs, GDF a été privatisé au milieu des années 2000. En 2019, le gouvernement a proposé un plan pour morceler EDF dans l'objectif d'en privatiser une partie. Donc, en fait, on est toujours constamment dans ces débats sur qui doit posséder, qui doit contrôler ces actifs énergétiques. J'en parle dans le livre, je ne vais pas en parler plus là. En Chine, cet enjeu du contrôle des ressources énergétiques, c'est une tension entre pouvoir local et pouvoir central. Et on voit vraiment cela se déployer, notamment dans le secteur du charbon. Alors, ces différents modes de contrôle sont associés à des trajectoires énergétiques différentes. Et c'est l'autre dimension étudiée dans le livre. L'argument n'est pas de dire qu'il suffit de socialiser l'énergie pour régler tous les problèmes liés à la décarbonation. Si on regarde le XXe siècle, on voit que la socialisation n'a pas été associée au respect des limites planétaires. Ce que je vais discuter dans l'ouvrage toutefois, c'est que, il me semble que c'est une condition nécessaire pour décarboner, pour développer un système énergétique sobre et juste. Par ailleurs, et c'est ce que je vais montrer dans les quelques slides qui viennent, la diversité des trajectoires et des mix énergétiques montre vraiment l'importance des choix politiques, potentiellement parfois pour changer radicalement de trajectoire énergétique. Alors, très rapidement, je vais passer les États-Unis. Voilà. Alors, peut-être juste la France. Donc ici, vous avez la consommation d'énergie par habitant en France, 1820-2025. C'est des kilowattheures par personne et par jour. Les différentes sources d'énergie, solaire, éolien en jaune, nucléaire en violet. C'est là où je voulais en venir. Choix politique, développer le nucléaire. Bon, l'Allemagne ira moins loin dans le nucléaire, mais va faire le choix inverse. Donc, on peut faire dans un sens, on peut faire dans l'autre. En tout cas, en 2 décennies, il y a une transformation radicale du mix électrique français suite à un choix politique. Les Suédois, j'en ai parlé tout à l'heure, mais donc ça, c'est le mix suédois. Du nucléaire aussi, mais ils ont largement réduit leur consommation de nucléaire, largement augmenté leur consommation de bois, vous le voyez en vert foncé, hydroélectricité aussi, et sources solaires, éoliens et autres renouvelables. Les Danois, juste à côté de la Suède, eux, ils ont décidé de faire du gaz. Donc, encore une fois, dimension politique extrêmement importante dans ces évolutions de trajectoire, particulièrement visibles depuis les années 70. Rôle de la planification et des acteurs publics pour expliquer des changements de cap qui sont parfois radicaux. Alors, est-ce que ces évolutions nous ont permis jusqu'à présent de décarboner nos économies ? Là, je reviens sur le Royaume-Uni, l'un des premiers cas d'étude du livre, 1820-2025, l'un des plus anciens gros consommateurs de charbon. Ce que vous voyez, ce sont les émissions totales au Royaume-Uni, les émissions territoriales en bleu. On voit qu'elles ont diminué de 55% depuis 1990. En réalité, quand on prend en compte les émissions importées dans les biens et services générés dans le reste du monde pour servir le mode de vie britannique, la baisse est de 35%, donc c'est significativement moins que les 55%. Cela dit, ça reste quand même très significatif. Donc là, on n'est pas sur des courbes qui continuent sans cesse d'augmenter ou qui ont atteint un plateau. On voit une évolution très importante des émissions de CO2 britanniques. Et en fait, on va retrouver ça dans les autres pays européens. Et donc ça nous amène, et j'ai 2 minutes, 3 minutes ?
2 minutes. Alors, bon, donc pour parler du 21e siècle, l'enjeu, c'est ces besoins en investissement qui sont gigantesques, qui sont nécessaires à la décarbonation, nécessaires à la sobriété. Et la question fondamentale, en tout cas celle que je mets en avant, c'est qui finance, qui contrôle et qui possède ces actifs en devenir. Aujourd'hui, les puissances publiques ont une vraie question. Est-ce qu'on subventionne, est-ce qu'on accompagne ces investissements, mais qui seraient réalisés par le secteur privé et ensuite qui seraient détenus, possédés par le secteur privé? Est-ce qu'on en socialise une partie? Et si oui, dans quelle proportion? Et donc, je vais des propositions, une étude un peu ici illustrée avec ce tableau, différents scénarios de financement de la transition en Europe. Selon plusieurs études, il faut environ 3,2% du PIB, 3% du PIB par an d'investissement en Europe. Quelle part pour le secteur public? Le rapport Draghi d'il y a 2 ans ou 3 ans nous disait en fait, le problème numéro 1, c'est qu'il y a énormément d'épargne privée en Europe qui n'est pas fléchée sur la transition. Il faut créer une union bancaire pour que ça fonctionne. Derrière, il y a quand même cette question de quel rôle pour les acteurs publics et quel type de propriété est-ce qu'on veut développer. Et forcément, ça nous ramène sur la question de la dette publique. Dans quelle mesure on veut s'endetter pour financer ces actifs? C'est ce qu'a fait la France avec son programme nucléaire, largement de l'épargne américaine utilisée pour financer des actifs français et remboursés à des taux d'intérêt assez favorables à l'époque. Question aussi de la fiscalité progressive pour financer une partie de ces investissements. C'est l'une des discussions que j'ai dans cette dernière partie de l'ouvrage. Donc, on ne peut pas avoir cette discussion sans avoir en tête cette évolution de long terme. Donc, c'est la chute du patrimoine public dans les pays riches. Ce que vous voyez, pour résumer très rapidement, les spaghettis du bas montrent le déclin du patrimoine public sous l'effet des privatisations et de la hausse de l'endettement. La hausse du patrimoine privé, c'est les spaghettis du haut. Donc on peut aussi voir ce moment de besoin d'investissement extrêmement important comme une opportunité pour les puissances publiques pour reconstruire une partie de ce patrimoine public perdu, pour permettre une équité d'accès aux services énergétiques décarbonés et pour piloter la transition. Et là, ce sont des travaux qu'on a menés avec des collègues du laboratoire sur les inégalités mondiales, dont certains sont dans cette salle, que je salue, Philippe Botteux, Cornelia Moren. Et ce que vous voyez ici, c'est le capital public et le capital privé. Donc là, c'est au niveau mondial, au pourcentage du PIB mondial. Mais ce qui est intéressant, c'est la différence entre le scénario 1 et le scénario 2. Donc vous avez le point de départ, c'était en 2019, une certaine valeur du capital public en rouge, capital privé en bleu. Et selon qui va faire les investissements liés à la transition, secteur public ou secteur privé, ça peut avoir un effet important, significatif sur cet équilibre entre capital public et capital privé en 2050. Du fait de l'importance et de la valeur de ces investissements à faire. Et donc, pour conclure, en sautant une dizaine de slides, ce que je vous ai raconté, il y a des exercices assez simples de calcul, mais derrière, il y a des choses très concrètes. La question des barrages français, qui sera très bientôt dans le débat public, puisqu'on était censé en débattre au Parlement dans les semaines qui viennent. Bon, on n'a pas de Parlement, mais le débat va quand même normalement revenir sur le tapis. La question des batteries en Europe. L'Europe avait un producteur de batteries suédois qui était plein de commandes fin 2024, qui a fait face à plusieurs problèmes et a déposé le bilan début de l'année. Aucun acteur public européen n'est venu en aide. Les actifs ont été rachetés par une start-up américaine. Des choix différents ont été faits, notamment aux années 70 avec Airbus, qui a été en difficulté aussi. Les pays européens sont venus en aide. Donc, occasion manquée pour les puissances publiques. Je passe sur les transferts. Et je vais essayer de conclure en résumant le propos, qui contrôle l'énergie. Donc, l'histoire des régimes énergétiques nous montre la diversité des choix possibles. L'énergie est au cœur des rapports de pouvoir et des processus de création des inégalités de richesse. Les programmes de redistribution au XXe siècle, ceux qui ont été étudiés ici, sont
associé à cette question de socialisation de l'énergie, ils en ont fait une pièce centrale de leur dispositif à travers une diversité de modèles de propriété possibles. La question se pose à nouveau dans le cadre de la décarbonation, et la socialisation peut constituer un levier de réduction des inégalités dans une logique de sobriété, qui est beaucoup plus difficile à atteindre avec une propriété privée, de souveraineté énergétique également. Maintenant, je vais insister sur le fait qu'il n'y a pas d'équilibre optimal entre public, coopératif et privé. C'est vraiment le débat démocratique qui doit déterminer ça, et aussi inventer de nouvelles formes de propriété coopérative, publique, partagée de l'énergie. Il me semble qu'on est encore loin d'avoir écrit cette histoire. Donc, quels que soient ces choix, le futur de l'énergie est intimement lié à celui des inégalités et il est entre nos mains. Merci pour votre attention. Sans plus attendre, je vais passer le micro à Thomas Piketty, pour qu'il puisse réagir à la présentation et lancer le débat. Merci Alice, merci Lucas. Oui, très rapidement, moi je veux juste te dire que c'est vraiment un livre magnifique, il faut vraiment le lire, c'est vraiment un travail incroyable. C'est le premier livre, non seulement en français, mais en anglais, dans toutes les langues, qui fait vraiment une histoire de l'énergie du point de vue des inégalités et plus spécifiquement du point de vue de la structure de propriété, de qui possède quoi, avec quelle gouvernance, pourquoi faire. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le point d'entrée central, non seulement pour relire les histoires de tous ces régimes énergétiques dont nous a parlé Lucas, mais surtout pour penser la suite. Et comme toujours, comme sur beaucoup de questions, l'intérêt de ce passage par l'histoire, c'est évidemment de réouvrir l'espace des possibles, puisque dès qu'on regarde un peu la diversité des pays, la diversité des situations, on voit toute cette multiplicité des possibles, certains possibles qui se sont réalisés, d'autres qui ne se sont pas complètement réalisés, des tramways qui ont été détruits, des États-Unis qui auraient pu avoir des modes de transport public électriques au lieu de tous dans leur bagnole. Enfin bref, il y a plein de possibles qui ne se sont pas réalisés, il y en a qui se sont réalisés, et il y en a plein d'autres qui se réaliseront ou pas, suivant ce que les acteurs feront et les mobilisations collectives, sociales qui existeront ou n'existeront pas. Donc ce livre, c'est d'abord ça, c'est un livre optimiste fondamentalement, même si tout n'est pas rose dans ce que tu nous décris, parce qu'en même temps tu es assez, voilà, tu racontes cliniquement ce que fait la Chine, ce que font les acteurs américains, et des deux côtés ça fait pas tellement rêver, mais en même temps tu insistes sur cette diversité des possibles, et je pense que c'est ça qui est important. Donc je pense que ce livre, ça va vraiment nourrir des débats. Bon, c'est un travail, moi la première fois qu'on a travaillé ensemble, Lucas, c'était déjà il y a un peu plus de 10 ans, en 2015, et c'était au moment des accords de Paris, de la COP de Paris, où on avait fait ce premier travail ensemble sur la mesure des émissions carbone, des inégalités d'émissions carbone à l'intérieur des pays au niveau mondial. C'était la première fois qu'un exercice comme ça a été fait. Enfin, c'est surtout toi qui l'as fait. Moi, je te suivais dans cette aventure. J'essayais de t'entraîner dans le laboratoire sur les inégalités mondiales pour piloter le premier rapport sur les inégalités mondiales en 2018. Mais déjà, toi, ce qui t'intéressait beaucoup plus, c'était ces questions énergie et inégalité. Et tu avais bien raison, évidemment. Et donc, tu m'as entraîné dans ce travail qui a été beaucoup cité depuis dans les rapports du GIEC, dans beaucoup de rapports. Et c'est un chemin que tu traces depuis longtemps, plus de 10 ans. À l'époque, c'était les inégalités d'émissions carbone. Là, tu en es maintenant au régime de propriété, aux structures de qui possède l'énergie. Donc, il y a vraiment une progression très forte. Ce livre va vraiment alimenter les débats. Je veux juste mentionner un autre petit livre qui est sorti cette année, qui s'appelle « L'énergie est notre avenir, socialisons-la », qui est parfaitement cohérent avec ce livre-là, qui est un livre écrit par des syndicalistes de Sud Énergie, très, très sympathiques, demeurant, avec qui on est en contact avec Lucas depuis longtemps. Je mentionne ce petit livre, bon, c'est pas pour faire la pub d'un deuxième livre en même temps, c'est deux livres très, très différents. Évidemment, le livre de Lucas a une ampleur historique, compare plein de pays. Ce livre-là, de l'énergie et notre avenir, socialisons-là, se focalise vraiment sur la question d'EDF et de la reconstitution d'un service public de l'énergie en France et en Europe. Mais je pense que ces deux échelles de réflexion, l'échelle mondiale et puis l'échelle franco-française et comment on repense un service public de l'énergie en France sont complètement complémentaires. Et ce livre de Lucas va nourrir des débats au niveau français, au niveau européen, en Inde, où tu as étudié, partout. Et donc voilà, c'est toutes ces échelles-là qu'il faut réussir à mettre ensemble.
Je m'arrête là. Je pose une question néanmoins sur la question suédoise et notamment ce modèle municipal dont tu nous as parlé en Suède. Question très simple. Qu'est-ce qu'il faudrait en France pour que ça se développe? Alors on est là plutôt sur le chauffage urbain, mais et si on prend plus généralement, si on prend la production d'électricité en général à travers l'éolien, le solaire ou l'hydroélectrique, notamment dans le cas suédois, qu'est-ce qu'on a comme modèle de gouvernance, d'organisation en Suède ou ailleurs, plus participative, plus coopérative, plus citoyenne, qui devrait nous inspirer? Voilà, question assez générale, mais qui te permet de prolonger un peu ce que tu nous as dit. Merci beaucoup, Thomas. C'est vrai, ça fait 10 ans qu'on a écrit cette étude sur les inégalités d'émissions, et c'est vrai que j'en parle un petit peu dans le livre, il y a un chapitre dessus, mais il me semblait que étudier les inégalités d'émissions comme je l'ai fait par le passé, c'est un peu regarder ce qui se passe à la fin du tuyau. Et là, j'ai essayé de regarder au début du tuyau, en fait, ce qui permet de comprendre un peu plus comment changer les choses, je pense. Et par ailleurs, dans ces discussions sur comment mesurer les inégalités d'émissions, on a aussi évolué dans notre travail, j'en fais état dans l'ouvrage, pour essayer de montrer aussi qu'il y a plusieurs manières de compter, de mesurer ces inégalités d'émissions, pas uniquement du point de vue de ce que vous consommez et comment ça pollue, mais aussi comment on peut polluer à travers ce que l'on possède. Et donc, en fait, cette évolution des travaux sur l'inégalité des émissions, elle est en fait aussi connectée à l'évolution de cette réflexion plus large sur les cadres et les structures de propriété. Alors, sur comment organiser la gouvernance de l'énergie en France, c'est vrai que depuis 1946, avec EDF, GDF, la logique, c'est centralisation, etc. Et ce qui a aussi rendu difficile l'émergence de petits acteurs, que ce soit des coopératives. Il y a quelques communes qui ont encore des régies municipales, Gaz Électricité de Grenoble par exemple, donc qui ont maintenu cette possibilité-là. C'est des choses qu'on pourrait développer en France. C'est pas exclu des communes qui pourraient décider de développer des champs d'éoliennes parce que en fait les citoyens de cette commune sont OK avec les éoliennes, contrairement peut-être à d'autres qui n'en ont pas envie. Donc ça, c'est des choses qu'on peut imaginer. On peut aussi imaginer des évolutions dans la gouvernance de ces gros acteurs de l'énergie. Et là, ça renvoie au premier débat, notamment de Jean Jaurès, mais au XIXe siècle, les différents courants socialistes, municipalistes, syndicalistes, socialistes, s'écharpent un peu aussi sur comment gérer les actifs. Et à l'époque, la question, c'est les mines. Est-ce qu'il faut mettre des représentants politiques locaux? Est-ce qu'il faut mettre des syndicalistes? Est-ce qu'il faut mettre d'autres acteurs? Et je pense que sur la gouvernance aussi de ces grands acteurs de l'énergie, on peut aller beaucoup plus loin en matière de gestion collective et participative. Donc encore plus de représentants potentiellement des salariés, mais aussi, je pense, des territoires. Ça, on peut vraiment faire ça aujourd'hui avec les actifs existants. Donc c'est des modifications finalement assez simples. En plus de développer peut-être plus de nouvelles productions municipales comme en Suède. Moi, je voulais revenir sur la question de la décarbonation, où vous avez exprimé votre confiance dans le rôle de la propriété publique de l'énergie. J'ai une inquiétude par rapport à cela, qui est qu'aujourd'hui, les États, ils sont obsédés par la croissance, et peut-être à raison, parce que tout notre système social, aussi leur position dans le monde, dépend de la croissance économique. Comment est-ce que cette question de la décarbonation et ses coûts, voire même d'une sobriété, pourrait être approchée par ces gouvernements sous pression d'une croissance économique? Est-ce que peut-être vous avez étudié des cas qui pourraient nous instruire de façon qui permettrait de surmonter cette contradiction? Peut-être. Voilà, c'était ma question. Merci. Vous avez beaucoup parlé de nationalisation de l'énergie par les États. Et est-ce que vous avez pensé, par exemple, ou vous en parlez, de systèmes plus multi-étatiques, c'est-à-dire par exemple à l'échelle européenne? Je sais que ça existe par exemple sur ITER, où il y a plusieurs États qui se coordonnent pour créer potentiellement, même si ça a peu de chances de marcher,
un système de fusion nucléaire, ou encore le fait que les États s'échangent beaucoup d'énergie en Europe, notamment avec le Danemark qui a des gros problèmes là-dessus et qui nous achète beaucoup d'énergie. Est-ce que vous avez réfléchi à un système potentiellement de nationalisation, mais à l'échelle multinationale du coup? Oui, bonjour. Merci pour votre présentation, mais elle est essentiellement centrée sur l'électricité. Or, au niveau des fossiles, on doit sortir des fossiles avant 2050 si on veut respecter effectivement un peu les accords de Paris. Or, les acteurs économiques des fossiles sont tous privés. Donc, ça veut dire qu'on n'y arrivera pas. Ma première, c'est comment vous définissez la sobriété ? J'ai pas du coup très bien compris, je pense, dans la présentation. Et ma deuxième question, c'est est-ce que les différents modes de propriété entraînent différentes relations colonialistes, néocolonialistes et néo-extractivistes? Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces questions très riches. Alors, sur la décarbonation et la croissance, le point de départ, c'est que on ne peut pas, c'est devenu assez classique de le dire, mais on ne peut pas croître infiniment dans un monde fini, en tout cas les ressources matérielles, et il va falloir les décroître radicalement. Maintenant, est-ce que les États sont obsédés par la croissance? En partie. En tout cas, après, je pense qu'ils le sont relativement moins que nombre d'acteurs privés, c'est le premier point. Ensuite, ils ne le sont pas exactement de la même manière. Donc les acteurs publics, les communes suédoises, pour le coup, leur mandat, c'est de réduire la consommation d'énergie des usagers. C'est beaucoup plus difficile d'obtenir ce type de résultat-là si vous avez un acteur privé qui vend, qui commercialise l'énergie. Donc là, il y a une vraie différence. Ensuite, sur la question de la croissance, bien sûr que ça implique des changements un peu plus fondamentaux sur la conduite de la politique économique au niveau national. J'en parle assez longuement dans un chapitre qui est dédié à la question croissance-décroissance. Et ce que je montre quand même, c'est que dans ces débats-là, on se focalise quand même encore un peu trop sur le PIB. Et le terme même de décroissance, voire de post-croissance, reste défini par rapport à la croissance. Et donc vous avez un politologue américain qui s'appelle Serge Lakoff qui dit « Ne pensez pas à l'éléphant ». C'est-à-dire, si je vous dis « ne pensez pas à l'éléphant », le premier truc que vous allez faire, c'est de penser à l'éléphant. Donc, quand on se positionne dans le débat public en parlant de post-croissance ou de décroissance, en fait, on continue d'être dans le référentiel de la croissance. Donc, avec les mots posés par ceux qui ont défini le système qui ne nous convient pas. Donc, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il faut développer une comptabilité multidimensionnelle, matérielle, et pas que monétaire, pour penser ces questions. Donc sortir de la question croissance du PIB. Tout ça pour dire quoi? Que, en réalité, en redéfinissant cette comptabilité-là, le projet de politique économique, ça va être de réduire les inégalités, d'atteindre un certain objectif en matière de CO2, tel niveau de financement de la protection sociale. Et l'effet de tout ça sur l'indicateur comptable qu'est le PIB, finalement, est un peu secondaire dans ces débats, en mon sens. Alors certes, il continue d'être connecté à certaines dimensions de la protection sociale et de son financement. Mais on sait aussi qu'il y a des options pour déconnecter les ressources de la protection sociale de l'évolution du PIB. Donc, pour résumer, je pense que c'est un peu le message que j'essaie de développer. La propriété publique est une condition qui n'est pas suffisante, mais en mon sens, elle me semble nécessaire si on veut penser ces questions de réduction de nos consommations matérielles. Ça sera beaucoup plus compliqué avec des acteurs qui n'ont pas la capacité de penser de manière multidimensionnelle. Ça, c'est le premier point. Peut-être ça connecte un petit peu sur la question comment définir la sobriété. Telle que je l'ai étudiée, telle que je la regarde ici, là, typiquement, ça va être la réduction des consommations d'énergie, des consommations de chaleur, et c'est pas suffisant pour définir ce qu'est la sobriété au niveau macro, au niveau de la société dans son ensemble. En revanche, il me semble que c'est quand même une manière
intéressante de regarder secteur par secteur cette question de la sobriété. J'en parle aussi dans la dimension des usages, du transport. Donc ça, c'est pour aussi répondre, et ça connecte à la question, vous parlez que de l'électricité. En fait, dans le livre, évidemment, non. Il y a aussi beaucoup de discussions sur les transports, question du pétrole, du gaz, qui peut être utilisé pour autre chose que l'électricité. Et sur la question donc transport et sobriété, il y a... Ce que je regarde, typiquement, ça va être des acteurs comme en France qui se positionnent sur un service public régional de covoiturage. Il y a des acteurs qui proposent ça et des régions qui financent ces acteurs, donc ils sont en train de développer des services publics de covoiturage, qui est une manière de penser la sobriété au niveau transport. En fait, on densifie les voitures, donc il y a besoin de moins de bagnoles, on met plus de gens à l'intérieur des voitures. Et en fait, il se trouve que ça, c'est absolument essentiel pour la transition de la mobilité, parce que, évidemment, on ne peut pas remplacer 8 millions ou 10 millions ou 7 millions, je crois que c'est le nombre de voitures à préciser en France, par des voitures électriques. Il faut réduire nos consommations de matière et donc le nombre de voitures. Et donc là, il y a des acteurs qui se positionnent sur la sobriété, assez précise, assez concrète dans un secteur donné. Sur la question coopération internationale, ce que je discute, c'est la dimension mise en commun de ressources type comme les États européens ont fait avec Airbus, la prise de participation dans des... on aurait pu avoir des prises de participation dans Northvolt, par exemple. Alors, c'est pas évident. Il y a un acteur qui est en train de se casser la gueule. Et des gens ont dit, non, mais en fait, les États ne vont pas investir à perte dans ce type de producteurs. En réalité, avec Airbus, au début, c'était très complexe. Les données financières étaient très mauvaises. Il y a eu une volonté politique de soutenir une filière. Et on peut imaginer, si on se place sur le moyen ou le long terme, que en fait, ce n'est pas que des États européens qui investissent, ça peut être des communes, ça peut être des régions européennes. Et on peut penser la gouvernance de ces acteurs de manière un peu différente que ce qu'a été Airbus. Mais en tout cas, il me semble que par rapport aux masses financières nécessaires en jeu et à la taille des problèmes, c'est important de développer des acteurs européens, et on peut aussi penser à des partenariats avec d'autres pays, et notamment des pays du Sud. Et ça nous amène à la question coloniale, à la question néo- ou post-coloniale, que je discute aussi dans l'ouvrage, pour montrer qu'il y avait une ironie et une hypocrisie très forte chez les acteurs politiques en France ou en Angleterre sur la question de la propriété de l'énergie. C'est-à-dire qu'à domicile, il n'y avait pas d'accord sur qui devait être propriétaire des actifs. En gros, la droite est pour la privatisation, la gauche pour la socialisation. Par contre, à l'étranger, tout le monde est d'accord. Il faut que ce soit étatisé. Et donc, évidemment, BP, Elf ont été pour reprendre les mots de Loïc Le Floch-Prigent, ancien PDG d'Elf, c'était des succursales des réseaux de renseignement français. Enfin, il y avait un projet néocolonial assez clair chez ces acteurs du pétrole et du gaz. Donc, que faire de cela dans le contexte actuel ? Donc, certains pays en développement demandent des réparations, d'autres demandent des transferts importants en matière de justice climatique. La déclaration de Bridgetown d'il y a 2 ans, c'est plusieurs leaders de pays en développement proposant une nouvelle architecture du système financier international pour financer la transition dans les pays à bas revenus. Et là, ce qui me semble essentiel, c'est de continuer de montrer que l'Europe n'a pas encore vraiment pris conscience de ses ressentiments de la part des pays du Sud ou de l'ampleur du travail qu'il y a à faire pour développer des modes de coopération viables au XXIe siècle avec les pays du Sud global, et notamment sur la question énergétique. Donc, un exemple concret, vous avez la quasi-totalité des pays à l'Assemblée générale des Nations Unies qui vont voter pour une convention fiscale internationale, pour repenser les règles fiscales de manière à ce que ce soit un peu plus favorable aux pays du Sud. Les pays européens votent contre ou s'abstiennent. Et en fait, ça fait partie du deal
à développer avec les pays du Sud global pour repenser les transferts internationaux, l'accès au capital, et les pays du Sud vont avoir un besoin criant d'accès au capital. Et donc, est-ce que les Européens peuvent les accompagner, les aider en sortant d'une logique néocoloniale? Et s'ils ne le font pas, d'autres acteurs le feront, en fait, sont déjà en train de le faire. Les flux les plus importants en énergie sud-sud, c'est la Chine vers les autres pays en développement, qui posent aussi beaucoup d'autres questions, beaucoup d'autres enjeux pour les Européens. Bonsoir, Monsieur Chancel, merci pour votre présentation. Ma question concerne la relation et les relations que peuvent avoir les acteurs économiques privés et étatiques, ces acteurs économiques privés sur les dernières décennies qui ont pu se globaliser, accroître leur influence à la fois politique, économique, financière et capter cette forme de possession, production et influence sur l'énergie. Donc aujourd'hui et demain, comment vont tirer on va dire, leur bille du jeu des acteurs étatiques ou multi-étatiques comme les démocraties européennes face à ces acteurs. Merci beaucoup. Bonsoir, merci pour votre présentation, j'ai hâte de lire votre livre. J'ai une petite question c'est un peu en rapport avec la coopération internationale que vous avez mentionné avant. Et est-ce qu'il faut pas seulement prendre en compte les inégalités au sein des pays, par exemple entre les riches et les pauvres, ou les puissances publiques et privées sur les énergies, mais aussi les inégalités entre les pays, notamment lorsqu'il s'agit de production d'énergie, différence de richesse, d'accès à la technologie, et aussi tout simplement que les différents pays n'ont pas la même capacité solaire ou éolienne, n'ont pas les mêmes réserves d'énergie fossile, et le genre de problème que ça peut créer au niveau géopolitique aussi, comme on le voit avec le gaz russe, par exemple. Tout d'abord, je vous remercie, Monsieur Chancel, pour cette présentation très intéressante. Alors, moi, je souhaite ouvrir une parenthèse concernant le rapport technologie-énergie. Je commencerai par les grandes entreprises de la tech qui monopolisent les différentes ressources, notamment les data centers. Ils contrôlent aussi tous les retours d'investissement issus de leurs data centers. Et malheureusement, en ce moment, on est incapable de subdiviser leurs ressources, comme les États-Unis ont déjà fait en 1911 avec Rockefeller, qui monopolisait à l'époque le marché pétrolier. Et cela à cause d'une contrainte technologique, parce qu'on ne peut pas traiter les data centers de la même manière qu'on avait traité les ressources pétrolières. Sauf que, d'après votre présentation, j'ai bien compris qu'on est bien capable d'agir sur leurs contraintes énergétiques. On est bien capable d'agir surtout sur les ressources énergétiques en les nationalisant. Ma question est, est-ce que la nationalisation de ressources énergétiques nous permettra en quelque sorte de contrôler cette montée de richesse, plutôt de cette montée de multimillionnaires issus de la tech? Voilà, merci. Je pense que dans les années 2000, un tournant s'est opéré et les États, les puissances publiques ont laissé passer complètement la réglementation des acteurs de la tech. Ce qui aurait pu être fait, ce qui aurait dû être fait à l'époque, n'a pas été fait, et on se retrouve aujourd'hui avec les immenses fortunes et les pouvoirs politiques et financiers démesurés de ces acteurs-là. Ce que j'essaie de montrer ici, c'est que sur le domaine de l'énergie, et donc sur un autre service absolument essentiel, donc l'accès aux services énergétiques, on peut imaginer un monde où ce même type de mouvement s'opère. Et en fait, c'est les mêmes acteurs qui ont aujourd'hui un surcroît de capital qui pourraient investir pour posséder du coup ce qui permet de répondre à tous ces services de mobilité. Donc, l'enjeu numéro 1, c'est de ne pas laisser passer le coche pour répondre que doivent faire les démocraties, etc. Et c'est maintenant que ça se passe. Juste après la Seconde Guerre mondiale, le vice-président américain sous Roosevelt dit « Si les trusts, notamment dans le domaine énergétique, ne sont pas supprimés, la paix nous fera passer des assassinats en masse des fascistes à une jungle de gouvernements gangsters, conduits dans les coulisses par des impérialismes assoiffés de pouvoir et avides d'argent. » Bon, en fait, cette nécessité de réduire le pouvoir de grands groupes technologiques et industriels, c'est pas totalement nouveau. Si on regarde l'histoire du XXe siècle, il a été possible de les contrôler en partie. Les États ont des outils pour le faire, s'ils s'en donnent les moyens. Je pense que l'histoire énergétique nous montre qu'il y a une panoplie d'outils à notre disposition pour le faire, que la socialisation est un moyen.
Et au niveau international, puisqu'on parlait de relations nord-sud, je pense qu'un enjeu, c'est vraiment aussi celui de l'accès aux découvertes, de l'accès aux brevets, de l'accès aux connaissances, donc de la propriété intellectuelle. C'est aussi très connecté à cette question de qui possède, contrôle les actifs. On l'a vu qu'avec les questions des vaccins pendant la crise Covid, des puissances publiques qui subventionnent des milliards des laboratoires privés, ils ne vont pas pour autant ouvrir accès à leurs brevets. Encore une fois, il me semble que c'est plus facile d'ouvrir l'accès à certains pays à des brevets s'il y a une propriété publique partagée de ces recherches, de ces technologies. Et je pense que c'est notamment un domaine sur lequel les Européens peuvent innover, peuvent montrer l'exemple, et notamment aussi pour répondre à ces enjeux liés à la question historique et la question coloniale. Donc voilà, pour résumer, j'espère vous avoir donné envie de lire l'ouvrage, d'en débattre et de s'intéresser à cette diversité des trajectoires qui, en mon sens, montre vraiment qu'on est très, très loin d'avoir tout fait pour limiter les inégalités de richesse et pour reprendre le contrôle de ce que certains appellent l'économie des services essentiels. Je vous remercie.